Alors, bonjour, bonsoir tout le monde, où que vous soyez. Euh, Nous sommes aujourd'hui le 14 août 1900, 2025. Donc, nous allons commencer notre live de ce matin. 1900, ça nous ramène loin, hein? Donc, c'est sûr que on va essayer de faire ça en bonne et due forme. OK? Donc, ça va être un live assez intéressant, étant donné que nous avons beaucoup de choses à voir. Donc, ça serait bien que nous prêtions attention à tout ce que nous allons dire et donner comme information aujourd'hui. Donc, ça nous fait plaisir de vous retrouver et de partager quelques moments avec vous, surtout que nous savons que c'est l'été et que les gens ont peut-être des vacances à prendre et doivent se reposer. Mais néanmoins, nous devons quand même partager l'information pour que les uns et les autres aient les connaissances nécessaires pour pouvoir agir en toute quiétude dans leur profession respective. Les excipients plutôt sont très importants pour la qualité des produits que nous avons sur le marché et que pour faire des produits de santé, on a besoin justement de ces éléments-là, donc de ces euh, excipients-là, parce que sans les excipients, on ne peut pas faire la qualité, on ne peut pas produire notre ingrédient, enfin, ingrédient, pas l'ingrédient, mais notre produit pharmaceutique. Donc, tout part donc des excipients qui sont mélangés avec les ingrédients actifs pour produire, n'est-ce pas, ce que nous appelons les produits pharmaceutiques. Donc, je crois que nous sommes bien partis, nous sommes bien installés et que nous pouvons commencer. D'abord, je dois dire merci à tous ceux qui nous suivent chaque semaine. Je sais que c'est pas évident, il faut disposer du temps, mais je voudrais quand même tenir à dire merci à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Donc, ça nous fait plaisir. Et n'hésitez pas de liker nos vidéos ou alors d'ajouter vos commentaires, de mettre vos commentaires et aussi poser vos questions, que ce soit à travers Zoom ou alors directement dans sur nos plateformes YouTube, TikTok, Facebook ou alors Telegram. Donc, nous rediffusons toutes ces informations, nous diffusons nos lives sur toutes ces plateformes. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à poser vos questions. Si questions il y a, ça peut être pendant ou après même nos lives. Cela étant dit, nous allons passer donc à notre avertissement du jour. C'est pour dire que le contenu de cette formation est sous la responsabilité de Mivado Global Performance et moi-même, Kossi Mollet. Nous détenons le droit d'auteur sur les diapositives, les éléments que nous partageons sur nos plateformes. Et nul n'a le droit de les copier à des fins commerciales. Donc, toute reproduction est interdite à moins d'avoir l'autorisation de Vivado Global Performance. OK? Donc, le contenu est copyrighté, comme on dit. Il y a un droit d'auteur sur le matériel et le contenu donc, de la formation. Mais nous sommes ouverts à discuter avec les groupes d'études ou alors les écoles qui veulent avoir nos matériels à des fins didactiques ou à des fins pédagogiques. Donc, ça nous serait très intéressant et nous croyons que c'est intéressant de partager les connaissances avec ces organisations scolaires ou parascolaires. Donc, cela étant dit, mon nom est Kwasi Molé, donc je suis chimiste de formation. J'ai à mon actif la certification Lean Six Sigma qui permet de réduire le gaspillage et puis les variabilités au niveau des procédés ou au niveau du processus de fabrication. Je suis aussi certifié Project Management Professional PMP. C'est une certification qui permet d'être professionnel au niveau de la gestion de projet.
Donc, et tout ça combiné nous permet de faire avec notre agrément au niveau de la formation, donc de donner ce genre de formation, de distiller, n'est-ce pas, les informations au niveau donc, de la communauté. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les jeunes qui veulent se lancer donc, dans le métier de production pharmaceutique. C'est pour ça que nous centrons toutes nos activités sur le développement des produits pharmaceutiques et tous les aspects réglementaires qui y sont liés afin de vulgariser l'information pour que les gens puissent avoir une idée claire s'ils veulent faire une formation complète dans ce genre de milieu ou alors euh, faire euh, un bout de chemin dans le monde pharmaceutique. Donc, c'est très intéressant de participer au développement donc, de ce secteur, étant donné que ça englobe plusieurs métiers et ces métiers sont nobles et sont valorisés par la plupart des pays en général. Donc, sans les médicaments, sans les produits de santé, je crois que le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Nous garder en santé, c'est essentiel. Non seulement il faut faire des exercices, il faut bien manger, il faut faire du sport, mais aussi il faut se soigner lorsqu'on a des bobos. Donc, se soigner vient donc des produits de santé. Et pour fabriquer ces produits de santé, ben, on a besoin de ces excipients, non seulement des éléments actifs, des principes actifs comme on l'appelle, mais aussi des excipients qui vont aider à véhiculer, à transporter, n'est-ce pas, l'actif vers la cible. Donc aujourd'hui, nous allons voir les enjeux, les normes et les perspectives mondiales euh, de ces molécules-là qui permettent, n'est-ce pas, euh, de fabriquer les produits de santé. Donc, cette présentation va aborder le rôle crucial des excipients dans les produits de santé en mettant en lumière leurs fonctions, les défis liés à leur utilisation, ainsi que les cadres réglementaires internationaux et africains qui encadrent leur emploi. Donc, qu'est-ce que nous allons voir concrètement? Nous allons explorer d'abord la définition et le rôle fonctionnel des excipients, puis les défis euh, associés à leur usage. Ensuite, nous allons détailler la réglementation internationale avant d'aborder les perspectives en Afrique. Enfin, nous conduirons par des études, nous allons conclure plutôt par des études de cas, peut-être quelques exemples pour illustrer l'application pratique donc, des excipients. Donc, voici comment va s'articuler notre intervention du jour. Euh, donc, quelques éléments clés pour vous donner un avant-goût donc, de ce que c'est que les excipients et leur rôle. Non seulement leur rôle, mais leur défi, des fois sur certains continents, au niveau de la production pharmaceutique. Quelques définitions pour commencer. Euh, donc, euh, nous allons voir ce que c'est que les excipients, leur classification, ainsi que leur rôle technique et fonctionnel, en insistant sur leur impact sur la stabilité, l'efficacité et la sécurité des produits de santé. Donc, c'est important de savoir que les excipients sont des substances, donc, euh, entre autres, que le principe actif utilisé dans la production des produits de santé pour faciliter la fabrication, la conservation, la présence et l'administration. Donc, vous allez voir que les excipients vont avoir un rôle prépondérant dans la fabrication des médicaments. Parce que il n'y a pas que l'actif. Quand on prend une pilule, il n'y a pas que l'actif qui est mis sous forme de pilule ou sous forme de comprimé. Donc, dans ce comprimé-là, il y a ce que nous appelons le principe actif, mais en plus, il y a des excipients. Les excipients, ce sont les autres molécules qui vont aider à la fabrication, à la conservation, à la présentation et à l'administration. Par exemple, quand on voit une pilule rouge ou une pilule bleue,
ce n'est d'autre que un colorant. Donc, en anglais, on appelle ça un coating, donc un habillage. Donc, on va l'habiller d'une couche de sucre, par exemple, pour que l'on puisse l'avaler facilement. Donc, tout ce qui va permettre à l'humain d'avaler facilement le produit, ces éléments qu'on va utiliser pour permettre à l'administration facile des produits va rentrer dans ce qu'on appelle des excipients parce que ce n'est pas l'actif qui fait ça. Vous voyez? Donc, les actifs ont plusieurs fonctions. Je peux les décliner ici, mais on n'en finirait pas. Il y en a tellement d'énormes là-dessus. Ben, n'oubliez pas que nous avons une formation là-dessus. Euh, Au courant du mois de novembre, il y a une formation complète certifiante là-dessus pour aller plus en détail sur ce que nous appelons les, les excipients parce qu'ils ont un rôle prépondérant ou ils jouent un rôle prépondérant dans la fabrication, d'abord dans la formulation et puis dans la fabrication des produits. Donc, tout ce qui va concerner le facteur stabilisant, le goût, la dilution, le fait que les produits et le comprimé soient liés pour qu'on ait une forme, peu importe la forme, mais pour que on ait une dilution dans l'estomac ou dans l'abdomen ou dans les intestins, l'assimilation, etc. Donc, tout ça va dépendre donc des, des excipients, vous voyez. Donc, ces excipients-là sont classés selon leur fonction, par exemple, stabilisant, agent de goût, diluant ou liant. Il y a certains qui disent un ligand, donc tout ça, ce sont le rôle que jouent fondamentalement les excipients dans la formulation et des produits de santé. Euh, un autre aspect au niveau des rôles et des fonctions des excipients, il est très important de souligner que les excipients vont jouer aussi un rôle stabilisateur dans la formulation. Ce sont des éléments qui vont aussi permettre à améliorer le goût et aussi euh, à faciliter l'absorption. Donc, non seulement à faciliter l'absorption, mais il y a tout ce qui entoure le produit lui-même. Et l'absorption, c'est pas uniquement au niveau, enfin, l'absorption par les intestins ou alors l'estomac, l'absorption dans le sang, etc. Mais il y a aussi ce que nous appelons l'administration. Par exemple, pour choisir est-ce que le produit doit être administré par voie orale ou par voie intraveineuse ou alors sous-cutanée, tout ça, ça fait partie donc de la technique d'administration. Et pour faire ça, on a besoin d'avoir des excipients qui vont permettre de véhiculer, de conduire finalement l'actif vers la cible ou vers la cellule cible ou vers l'organe cible. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que les excipients jouent un rôle déterminant. Non seulement on doit veiller au niveau de l'absorption ou la voie d'administration, mais il y a certains produits ou certains actifs qui ont un goût désagréable. Donc, pour améliorer leur goût, on va utiliser des excipients pour cacher le goût, pour donner un autre goût plus agréable dans la bouche, par exemple, ou alors pour que le comprimé ou le médicament soit attractif ou attrayant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner une certaine couleur. Donc, c'est pour ça que vous allez voir certains comprimés qui ont des couleurs jaune, rouge, vert, bleu. Ça, ce n'est que l'utilisation des excipients ici qui vont être des colorants qu'on va appliquer donc sur l'extérieur donc des comprimés qui sont déjà forts. Il y a tout ce qui concerne la dissolution, euh, etc. Donc, la friabilité du comprimé, et la dissolution, etc. Donc, ce sont des éléments qui seront influencés par les excipients aussi. Donc,
C'est très important de le souligner. Alors, pour conclure ici, je dirais que les excipients jouent des rôles variés, hein, tels que stabiliser la formule, améliorer le goût, faciliter l'absorption ou la libération du principe actif. Vous voyez, ils peuvent permettre à mieux libérer le principe actif. Leur sélection est essentielle pour garantir la qualité et l'efficacité du produit final. Donc, si on vient voir c'est quoi l'impact sur l'efficacité, la stabilité et la sécurité des produits, on va voir que il va y avoir les excipients vont influencer beaucoup la stabilité chimique. Euh, Pourquoi? Parce qu'ils jouent un rôle clé dans la prévention et la dégradation chimique donc, des médicaments, assurant ainsi leur efficacité. Ils vont aussi avoir un impact sur la fiabilité, la sécurité, la pureté euh, du comprimé ou du produit de santé. Donc, cela veut dire qu'on doit s'assurer de faire un choix judicieux au niveau des expiants lorsqu'on fait la formulation. On doit pouvoir réduire les réactions indésirables avec les excipients si possible et améliorer la tolérance et la sécurité des patients. Donc, dans nos lives précédents, nous avons insisté sur ces éléments que la production pharmaceutique, souvent, c'est, c'est un élément essentiel qui va se baser sur la sécurité du patient. Donc, c'est pour ça que nous avons les BPF en place. Donc, les BPF nous permettent de veiller à ce que on ait la sécurité, la qualité, l'efficacité, la pureté du produit afin d'assurer la sécurité du patient. Vous voyez, donc, ce sont des éléments essentiels que nous devons avoir en tête. En plus, au niveau de l'impact sur l'efficacité, la stabilité, la sécurité des produits, on va voir que euh, les excipients peuvent avoir une influence sur la performance même du produit de santé. Donc, ils vont influencer la libération et l'absorption du médicament, affectant directement son efficacité thérapeutique. Donc, ce sont des éléments essentiels, des paramètres essentiels que nous devons euh, étudier, s'assurer qu'au niveau de la formulation, on tient compte de ces éléments-là. Donc, en théorie, les fabricants des médicaments ou ceux qui vont développer les médicaments tiennent une certaine étude par rapport à cela et on ne choisit pas au hasard les excipients pour telle ou telle production pharmaceutique. Donc, le choix des excipients sont très critiques et très minutieux au niveau donc, de la fabrication des produits. Pour dire que les excipients influencent directement la stabilité chimique et physique donc, des médicaments. Cela veut dire que si au cours de la production normale, vous changez un de vos excipients, il est fort probable que vous devez, pour s'assurer que le changement d'excipient est euh, je dirais, soutenu et correct par rapport au produit, vous devez quand même conduire un certain nombre d'analyses, soit la stabilité, un programme de stabilité complète pour voir si le produit est stable, donc par rapport à sa date d'opération, etc., etc. Donc, ce sont des éléments essentiels qu'il faut qu'on ne néglige pas. Donc, il faut donc pas négliger, je dirais, au niveau de la production pharmaceutique. Les excipients sont aussi critiques que les actifs, ok, au niveau de la formulation du produit. Donc, euh, cela nous amène à parler donc de quelques défis liés à l'utilisation des excipients et on vient de voir que ce sont des éléments critiques essentiels au niveau de la fabrication du produit. Euh, donc, cela veut dire qu'il y a des défis. Dans nos lives précédents, nous avons parlé donc de certaines des plantes médicinales ou des ressources à valeur médicinale, donc qui peuvent servir d'actifs ou d'ingrédients pharmaceutiques actifs ou alors des excipients, etc. Donc ici, le défi, c'est que il est fort probable que euh, la complexité liée donc à la quantité variable des excipients, les risques d'allergie et d'interaction, ainsi que les défis vont poser peut-être un autre
chemin critique par rapport à l'innovation dans la formulation pharmaceutique. Je m'explique. Cela veut dire que l'utilisation des excipients peuvent avoir un impact peut-être, je dirais, négatif ou un risque lié à l'allergie, à l'intolérance, ainsi que euh, un risque lié à la stabilité même du produit. Donc, c'est pour ça que le choix doit être judicieux, minutieux, étudié. Donc, on ne choisit pas au hasard tel ou tel, je dirais, excipient pour faire telle formulation. Donc, il faut voir, il faut savoir surtout que nous avons une multitude, OK, d'excipients sur la Terre, OK, dans le monde. Donc, leur source est variée. Donc, il y en a tellement, donc, et proviennent de partout. OK? Donc, on peut les extraire à travers les roches, à travers les plantes, au niveau de la terre, au niveau, peu importe, il y en a plein, 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 plein. OK? Donc, cela veut dire que à travers des plantes, on parle de la cellulose, donc il faut aller, ça peut provenir des fruits aussi, euh, donc ça peut être des substances minérales, ça peut être des substances chimiques, peu importe ce que c'est, mais les excipients proviennent donc de différentes sources, ce qui peut entraîner des variations importantes de qualité et de pureté au niveau de la drogue ou au niveau du produit de santé. Donc, comme la provenance des excipients peut varier considérablement, donc cela veut dire que les excipients peuvent affecter, okay, la pureté et la performance de la drogue tout simplement. Donc, assurer une qualité constante nécessite donc un contrôle rigoureux donc des fournisseurs et des matières premières. C'est pas pour rien que en pharmaceutique on va aller auditer même les fournisseurs de matières premières ou alors des excipients. C'est très important. Pourquoi? Parce que on veut pas avoir des problèmes liés à ces excipients lors de la fabrication du produit ou lors euh, de la formulation de notre produit. Comme on vient de le voir, ils ont un impact considérable sur la pureté, la stabilité, l'absorption et puis quoi d'autre, de nommer-les donc du produit de santé. Donc, il est très important de s'assurer que leur source, leur qualité aussi soit euh, d'un niveau acceptable pour qu'on puisse les mélanger à des actifs. Donc, cela veut dire que au niveau des bonnes pratiques de fabrication, il y a certains pays, certaines agences qui ont mis sur place des bonnes pratiques de fabrication pour tout ce qui concerne les ingrédients pharmaceutiques actifs. Parce qu'on sait que c'est le point de départ pour un médicament. Donc, qui dit point de départ dit contrôle rigoureux. Donc, n'oublions pas que nous avons vu dans un live récemment ICHQ 8 qui parle donc de la qualité par la conception. Donc, quand on dit qualité par la conception, c'est-à-dire on bâtit la qualité à chaque étape du processus. Si l'achat des excipients ou des ingrédients actifs constitue une étape donc, de notre procédé, cela veut dire que nous devons avoir à cette étape une certaine qualité. Donc, au niveau non seulement des actions posées, mais aussi du matériel ou alors des matériaux qui sont achetés. Tu as dit que les excipients, l'actif, etc., doivent être d'une qualité pharmaceutique avant de les acheter et de les utiliser à travers nos productions. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, on dit souvent qu'aucune substance chimique l'utilisation de substances chimiques n'est sans risque. Normalement, toute substance chimique a un risque quelque part qui s'y associe. Cela veut dire que une drogue ou un médicament a possiblement des effets indésirables, des choses, enfin des réactions qui ne sont pas souvent désirables, je veux le dire ainsi. Donc, des risques liés à l'allergie et à l'interaction. Pourquoi on parle de ça? C'est parce que on sait que la plupart des molécules ou la plupart des physiologies humaines peuvent ou ne pas tolérer telle ou telle substance.
Donc, on réagit différemment. Chaque être humain va réagir différemment par rapport à une substance chimique. C'est pareil avec les excipients. Donc, les excipients peuvent être des sources d'allergie euh, à certaines personnes. Donc, c'est pour ça que aussi, au niveau de l'emballage de certains produits, on va faire mention de tout ce que contient donc le produit en listant l'actif et l'excipient. S'il y a des allergènes qui sont dans le produit, c'est les allergènes, ce sont les molécules qui donnent de l'allergie. Donc, les allergènes sont nommément cités. OK? Par exemple, si on utilise la poudre, je dis la poudre, si on utilise la farine du blé dans une formulation, il faut prendre soin d'écrire sur l'emballage, l'étiquette que nous avons utilisé la poudre, pas la poudre, mais la farine du blé. Et tout le monde sait que la farine du blé contient du gluten. Et on sait que certaines physiologies ne tolèrent pas le gluten. Donc, ce sont des éléments qui doivent nous tilter dans la tête pour dire, OK, on doit quand même faire attention à l'utilisation donc, de la farine du blé pour faire notre fabulation. Est-ce qu'il n'est pas possible ou peut-être judiciable d'utiliser la farine de maïs? OK? Donc, le maïs ne contient pas du gluten. Donc, ça peut être une alternative. Donc, c'est comme ça que euh, dans le choix des ingrédients ou alors des excipients, on va faire amalgame entre des produits à risque et les produits qui sont moins à risque. Donc, certains excipients peuvent déclencher ce genre de réaction allergique, notamment chez les individus sensibles, donc nécessitant une vigilance accrue. Et aussi, on va voir que certaines interactions, donc je vais dire certaines interactions entre les composants ne feront pas bon ménage parce que euh, en chimie, on sait qu'on ne peut pas mélanger n'importe quoi, n'importe comment. Si vous voulez avoir un effet d'un élément chimique, par exemple, l'acide et puis la base donnent de l'eau. Donc, si vous voulez avoir l'effet de l'acide, il ne faut pas le mélanger avec une base. Vous allez avoir de l'eau et l'effet sera nul finalement. Donc, c'est dans cet esprit il faut faire attention avec les excipients aussi. Quand on veut avoir une action d'un excipient, si c'est un agent liant ou un agent dissolvant ou alors un agent agglomérant, il faut s'assurer de le combiner avec un autre pour préserver leurs propriétés physico-chimiques. C'est très important. Donc, et aussi ne pas engendrer des molécules dont on ne veut pas, donc qui vont être toxiques sur l'organisme, etc., etc. Donc, il y a toute une stratégie euh, de formulation chimique, physico-chimique à la base afin de déterminer quel excipient sera utilisé dans telle molécule ou dans telle formulation. Donc, c'est important de peut-être évaluer le risque au niveau des matières. Ça, c'est ce qu'on demande aujourd'hui au niveau de la réglementation de fer. Non seulement on conduit une étude de risque, une évaluation de risque sur les matières premières et les excipients qui seront utilisés, mais aussi on va faire plutôt une analyse de risque sur sur le procédé lui-même, ok, pour voir que est-ce qu'il y a des failles quelque part, est-ce qu'il y a des incidents qui peuvent survenir et s'ils surviennent, comment est-ce qu'on va les traiter, comment est-ce qu'on va répondre à ces risques-là. Donc, ce sont des actions qu'on mène, qu'on pose aussi, qui est documentée au niveau donc de la production pharmaceutique. Donc, pour dire que certains excipients peuvent provoquer donc des réactions allergiques ou interagir avec d'autres composants. Donc, il est donc essentiel d'évaluer ces risques, notamment chez les populations sensibles pour garantir la sécurité des produits. Vous voyez. Donc, ces problématiques-là seront souvent liées donc à l'innovation et à la formulation. C'est vrai, d'autant plus que euh, lorsqu'on va évaluer de façon approfondie tout ce que nous avons en place au niveau de la formulation, euh,
vous devez mettre un accent particulier. Donc, pour faire ce genre d'analyse-là, afin de garantir la sécurité et l'efficacité clinique des patients. Donc, puisque c'est quelque chose qu'on va avaler, c'est pour ça que tout le processus de fabrication va suivre ce que nous appelons une vérification assez soutenue et que on va utiliser des excipients qui sont compatibles donc à telle ou telle production pharmaceutique, à telle ou telle formulation. Donc, il est crucial d'assurer la compatibilité des excipients avec des principes actifs pour éviter des interactions indésirables. Vous voyez, donc, l'introduction de nouveaux excipients ou formulations innovantes va nécessiter une évolution approfondie pour s'assurer leur compatibilité, efficacité et absence de risque, tout en répondant aux exigences réglementaires. C'est important de faire ça. Sinon, vous allez fabriquer votre produit, mais vous allez intoxiquer les gens. Vous allez peut-être, au lieu de soigner, mettre les gens en détresse pour rien, alors que vous avez un travail de vérification scientifique à faire au niveau de votre formulation. Donc, tout ce qu'on met ensemble doit être vérifié. On s'assure qu'il n'y a pas de risque pour le patient. On s'assure qu'il n'y a pas d'interaction qui sera indésirable pour le patient. Et tous ces éléments sont combinés pour pouvoir fabriquer notre produit. Alors, c'est la magie donc, de ce que moi j'appelle la sauce spaghetti. Donc, lorsqu'on fait une sauce spaghetti, je donne l'exemple de la sauce spaghetti, ben, ça peut être d'autres sauces, hein, donc, que vous connaissez déjà. Vous allez voir que il y a, dans toute sauce, il y a l'élément principal. Donc, pour la sauce spaghetti, ce sont le haché de bœuf. OK? Donc, c'est la viande. Ensuite, il y a la tomate. Et puis, il y a les autres ingrédients qui sont des excipients, entre guillemets. Donc, si je dis que l'actif, c'est la viande de bœuf, et puis les ingrédients, les excipients, vous allez voir qu'il y a du sel, il y a peut-être de l'ail, du gingembre, nommez-les, les fenouil, tomates, oignons. Donc, tout ça, ce sont des excipients. Donc, lorsqu'on va mélanger tous ces excipients-là, on s'assure que tous ces excipients-là sont mélangeables et que tous ces excipients sont compatibles entre eux. Vous voyez? Donc, c'est ça qui va faire que la sauce va prendre. Donc, on aura une sauce à la fin qui sera goûtue, qui sera agréable à manger et qui n'est pas un poison pour ceux qui s'en servent. Donc, c'est exactement la même approche, la même philosophie au niveau des produits de santé. Donc, il y a l'actif, l'ingrédient pharmaceutique actif, et puis il y a les autres ingrédients qui suivent. OK? Ça peut être de la cellulose pour améliorer l'homogénéité ou la granulométrie. Ça peut être de l'amidon pour dire comment est-ce que le produit sera lié lors de la compression et sera peut-être euh, absorbé dans l'estomac. Il y a plein d'autres euh, excipients qui ont des rôles fonctionnels assez louables au niveau de l'industrie pour aller questionner notre formulation et faire et produire un produit de santé qui a de l'allure. Donc, c'est le but essentiel donc, de ces excipients-là. Au niveau de la réglementation, nous allons effleurer un petit peu. Je sais que dans nos lives précédents, nous avons parlé beaucoup de la réglementation, mais concrètement, au niveau des excipients, qu'est-ce qu'on a? OK? Qu'est-ce qu'on va voir à partir de ce chapitre-ci qui est la réglementation des excipients à l'échelle internationale? OK? Cette partie va détailler tout simplement les principaux cadres réglementaires mondiaux, les exigences d'évaluation de la qualité et la sécurité, ainsi que les recommandations sur l'étiquetage donc, des excipients pour garantir la transparence et la conformité. Vous voyez, donc, n'utilise pas un excipient au hasard qui veut. Donc, tout est contrôlé selon les bonnes pratiques de fabrication que nous connaissons déjà. Et nous avons des agences de réglementation au niveau mondial qui vont veiller à ce que
les produits soient conformes. Par exemple, l'Agence européenne des médicaments va établir des standards européens pour assurer la qualité et la sécurité des excipients pharmaceutiques. Vous allez voir que même au niveau des États-Unis, nous allons avoir la Food and Drug Administration, donc communément appelée la FDA, vont avoir aussi des exigences très typiques, hein. Donc, ça peut être selon la pharmacopée aussi. Donc, au niveau de ces excipients pharmaceutiques-là, donc pour garantir la sécurité et la conformité. Donc, nous avons notre fameux ICH, c'est-à-dire International Conference for Harmonization. On a vu plusieurs de leurs réglementations et lignes directrices déjà. Ils vont aussi avoir des standards internationaux pour la validation et la qualité des excipients pharmaceutiques. Euh, Ne pas oublier qu'on peut aussi citer dans la foulée l'OMS à travers ces différentes lignes directrices vont avoir des exigences particulières, n'est-ce pas, au niveau des ingrédients pharmaceutiques et des excipients. Donc, aujourd'hui, nous savons tous que les excipients, ce ne sont pas des ingrédients pharmaceutiques actifs, mais les excipients, ce sont les autres molécules qui vont accompagner l'ingrédient pharmaceutique donc, dans leur cheminement vers la cible dite la cible de guérison, par exemple. Donc, c'est important de le souligner. Donc, les agences-là, ces agences-là fournissent des standards internationaux pour la validation, la sécurité et la qualité des excipients utilisés dans les produits pharmaceutiques. Vous voyez, donc c'est leur rôle principal. Des exigences d'évaluation de l'innocuité et de la qualité seront considérées par ces agences-là. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours assurer la sécurité du patient. Donc, ça revient tout le temps. La sécurité du patient, c'est l'élément principal donc, qui entoure les bonnes pratiques de fabrication. Okay? C'est pour ça qu'on insiste là-dessus. On ne veut pas anéantir nos malades, on veut plutôt les soigner. Alors, pour les soigner, il faut leur donner des produits de qualité qui rencontrent les exigences ou l'autorisation de mise en marché. Donc, l'évaluation de l'innocuité va se baser sur les analyses ou les études toxicologiques que subissent ces excipients-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a une étude assez poussée sur les excipients. On les caractérise, on les et on sait exactement à quoi ça sert. Ils sont aussi répertoriés dans la plupart des bases de données qui sont au niveau des agences de réglementation. Des fois, on insiste même à ce que un excipient X soit utilisé par rapport à un excipient Y, parce qu'on sait les bienfaits de l'excipient et puis on sait que c'est sans risque pour le consommateur. Vous voyez? Donc, ce sont des éléments importants que les autorités réglementaires peuvent mettre à la disposition donc, des fabricants pour qu'ils puissent choisir et utiliser des excipients qui sont sans danger pour la population, du point de vue toxicologique, je veux dire. Donc, tout ça, c'est connu déjà. On a des bases de données en place qui traitent de ça. Ensuite, on a un contrôle analytique rigoureux sur ces excipients-là. Évidemment, avant même de les relâcher ou de les mettre sur le marché, ce sont les excipients qui ont fait l'objet donc des analyses chimiques poussées. Et les excipients aussi ont leurs spécifications, donc des spécifications qui sont approuvées sur le plan pharmaceutique, je veux dire. Donc, on sait la composition, on sait certains paramètres chimiques, on sait qu'ils ne sont pas toxiques du point de vue de leur utilisation à travers le monde. Ils font partie des pharmacopées, donc tous ces éléments-là font que les excipients ont une certaine garantie, une certaine assurance au niveau de leur qualité, au niveau de leur fiabilité. Donc, on sait que la plupart du temps, ils ont aussi des dates de péremption, donc leur stabilité est connue et ce qui va accroître, n'est-ce pas, la confiance au niveau des fabricants, au niveau des patients. Donc, juste assurer la sécurité du produit et la sécurité des patients. Donc, les excipients doivent être évalués pour leur innocuité, leur stabilité.
leur qualité par des études toxicologiques et des contrôles analytiques rigoureux avant leur utilisation dans les produits de santé. Un autre aspect que je crois que nous devons voir, c'est les lignes directrices au niveau de la transparence et au niveau de l'étiquetage. Tantôt, j'ai parlé donc que les ingrédients pharmaceutiques actifs sont listés sur les étiquettes, mais aussi nous avons les excipients qui doivent être listés parce qu'on veut savoir qu'est-ce que contient le produit. OK? D'où l'importance de la transparence ici. Donc, le fait d'être transparent au niveau de l'étiquette, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous devez lister tout ce que vous avez mis dans votre comprimé ou dans votre produit de santé. OK? Donc, la transparence de l'étiquetage permet aux professionnels de santé et aux patients de connaître précisément la composition des produits. Dans tous les cas, ça, c'est une exigence, c'est une norme, c'est une ligne directrice qui, partout sur la planète, c'est ce qu'on fait. Donc, si vous oubliez ou vous ignorez de déclarer un des composantes donc, de votre formulation, c'est que vous trichez. OK? Et vous pouvez être poursuivi pour non-conformité aux bonnes pratiques de fabrication. Et aux États-Unis, vous allez aller en prison. En Europe, au Canada, vous allez avoir des amendes ou alors vous pouvez avoir votre unité fermée. OK? Donc, les BPF aux États-Unis, ça fait partie donc euh, de ce qu'on appelle, c'est un crime, je dirais, comment on appelle ça? Euh, C'est-à-dire, c'est un acte, le fait de ne pas respecter les bonnes pratiques de fabrication aux États-Unis, c'est un acte criminel. OK? Qui dit criminel dit vous allez aller en prison. OK? Par contre, au Canada, par exemple, ou en Europe, ça va être un acte pénal. Donc, qui dit pénal va dire que vous allez avoir des amendes, vous allez avoir des sanctions, vous allez avoir peut-être retrait de votre licence de fabrication, etc., etc. Donc, c'est bon à savoir parce que si vous vendez vos produits aux États-Unis, attendez-vous à respecter la réglementation. Sinon, si le fait de ne pas respecter les bonnes pratiques de fabrication peut vous conduire en prison aux États-Unis. La loi est très stricte donc aux États-Unis pour ça. Donc, d'où la nécessité donc de s'assurer qu'on connaît ou qu'on a entendu parler donc de toutes les réglementations internationales. Je parle de ça, bon, je fais allusion aussi à l'OMS pour la plupart des pays en voie de développement qui ont pour autorité au niveau pharmaceutique l'OMS, parce que l'OMS va chapeauter tout l'aspect, puisque c'est l'OMS qui va contrôler finalement les exigences réglementaires de ces pays à travers peut-être des agences locales ou nationales de régulation des médicaments. Donc, les normes internationales vont exiger un étiquetage clair et précis, donc des excipients pour garantir la sécurité et l'information donc, des utilisateurs. Donc, quand on prend un produit pharmaceutique, vous pouvez faire l'exercice vous-même. Vous prenez n'importe quelle boîte de produits pharmaceutiques, vous allez voir que tout est listé. Okay? Tous les ingrédients seront listés. Okay? Donc, c'est la règle. Donc, il faut être transparent à ce niveau-là. Okay. La réglementation internationale impose cela, impose une transparence sur la composition des produits, notamment en exigeant l'étiquetage clair l'étiquetage clair des excipients afin d'informer les professionnels de santé. Vous voyez, donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc, c'est pour ça que le choix judicieux des excipients est très primordial au niveau de la formulation. Donc, déjà, on connaît. D'ailleurs, lorsqu'on va faire toutes les études cliniques, là, on suit aussi les effets, quel que soit l'effet hein, de l'ingrédient pharmaceutique, mais aussi les effets des excipients au niveau de la formulation. Donc, tout ça va se faire au niveau des études cliniques avant que le produit ne soit mis sur le marché. C'est la façon la plus simple et la plus acceptée qu'on ait mis sur pied
au niveau international, au niveau des agences de réglementation internationale. Donc, partout où on va y aller, ça va être le même pattern, le même schéma qu'on va utiliser au niveau des excipients et au niveau des ingrédients pharmaceutiques actifs. Ici, quelques spécificités de la réglementation et application des excipients en Afrique. Je voulais faire un clin d'œil, n'est-ce pas, à l'Afrique pour parler donc des ingrédients, parce que je sais que l'Afrique regorge beaucoup de matières, pas de matières premières, mais de matières, je veux dire, des substances et puis des composés. Donc, il y a peut-être moyen d'avoir la plupart des ingrédients pharmaceutiques ou alors des excipients sur ce continent qui est énorme de 54 pays. Et je sais qu'avec le développement qui se fait aujourd'hui, euh, le- l'optimisme qu'on a au niveau du développement pharmaceutique sur le continent peut permettre aux jeunes de se lancer dans des activités, euh, dans des projets d'entreprise qui vont peut-être aller chercher à valoriser tel excipient ou tel composé par rapport à d'autres. Donc, c'est un appel qui est lancé. Il y a toutes sortes de plantes qu'on a, des plantes médicinales qu'on a sur le continent. Nous avons beaucoup de réserves aussi euh, des plantes médicinales, des arbres, des minéraux, etc. Donc, on peut tirer peut-être parti en valorisant tel ou tel composé chimique qui va servir d'excipient ou alors d'ingrédients pharmaceutiques actifs. Donc, examiner le cadre réglementaire africain au niveau des excipients ne serait que une bonne chose, je dirais. Donc, on va voir quelle est la difficulté au niveau de l'harmonisation et du contrôle qualité spécifique lié au continent, ainsi que les initiatives qui vont viser à renforcer la sécurité et l'efficacité des produits de santé. Dans nos lives précédents, nous avons parlé de la difficulté ou des défis liés donc à la réglementation donc, sur le continent. Nous avons vu qu'il y a plusieurs groupes ou organisations qui sont mis sur pied, entre autres l'AMA qui est l'agence des médicaments, euh, l'agence de médecine africaine, je crois, donc qui fait office de régulation des médicaments donc dans la zone de l'Union africaine. Il y a le OAC ou le WAO, euh, Organisation Ouest africaine donc, de la santé, OAS, donc qui va aussi veiller à ce qu'on ait une euh, harmonisation au niveau des pays de la sous-région par rapport à la réglementation donc, des produits de santé, etc., etc. Donc, toutes ces organisations-là vont permettre d'accroître une certaine conformité régionale ou sous-régionale donc, au niveau des produits de santé. Nous avons aussi la zone libre d'échange commercial sur le territoire, sur tout le continent, donc qui va permettre aussi d'avoir à harmoniser les règles au niveau de chaque pays. Donc, c'est important de les souligner, vous voyez. Donc, ce sont des éléments essentiels. Donc, nous avons l'Union africaine qui va créer un cadre réglementaire. Donc, pour harmoniser la réglementation. Il y a diverses règles locales qui sont utilisées, mais la variété des réglementations et capacités locales compliquent la mise en œuvre cohérente des règles régionales, ça c'est sûr, mais comme je viens de le dire, ça se règle, ce sont des choses qui vont se régulariser au fur et à mesure, qui vont s'harmoniser au fur et à mesure. Donc, étant donné que nous avons des micro-pays ou voilà, des micro-pays à tous les niveaux, il serait nécessaire de réunir nos forces pour pouvoir bâtir quelque chose de bien, d'intéressant, de solide, qui va servir de contrepoids à d'autres juridictions, par exemple. Donc, c'est pour ça que la plupart
des pays, je vais parler de l'Afrique de l'Ouest, ceux qui sont de la zone UEMOA. Donc, la zone UEMOA aussi essaye de mettre en place tout ce que nous appelons ou ce que nous avons déjà vu au niveau des bonnes pratiques de fabrication de la zone UEMOA, mais aussi d'autres règles qui sont là, qui sont initiées par cette zone-là afin de réglementer donc la pratique. Donc, c'est important, dit-on, l'union fait la force. Donc, à bon entendeur, salut. Donc, si nous continuons sur notre lancée, nous pouvons maintenant définir ou voir quelques défis d'harmonisation et de contrôle qualité au euh, au niveau du continent. Il est certain qu'il y a des disparités, on vient de le souligner. Des disparités, c'est des différences au niveau des ressources, au niveau de la capacité, au niveau même de la réglementation. Donc, ce qui va nécessiter une harmonisation des normes de qualité. Parce que, comme on l'a souligné dans d'autres lives, si vous voulez vendre votre produit, si vous développez votre produit dans un pays X et que vous voulez l'exporter dans un pays Y, s'il n'y a pas une harmonisation au niveau de la réglementation, vous serez confronté peut-être à de doubles tarifications ou à des doubles ou à des standards, à des doubles standards, c'est ça. Donc, et ça coûte cher, le fait de se conformer à une réglementation ou à un standard donné. Cela veut dire que vous avez besoin d'une autorisation supplémentaire qui n'est pas déjà obtenue au niveau de votre pays d'origine ou pays de fabrication. Donc, c'est toujours important qu'au niveau du continent africain, comme il y a plusieurs pays, de se mettre d'accord pour avoir une harmonisation quelque part pour favoriser le commerce entre les continents ou avoir une reconnaissance mutuelle, n'est-ce pas, au niveau des bonnes pratiques de fabrication, comme certains pays de l'Europe, Canada l'ont. C'est-à-dire, donc, l'accord de reconnaissance mutuelle ici veut simplement dire que nous reconnaissons les bonnes pratiques de fabrication de part et d'autre, donc chez nos voisins, etc. Donc, si mon voisin fabrique un produit X, je crois que je peux reconnaître ce produit-là comme étant de qualité. Donc, je n'ai plus besoin de faire toutes les opérations d'audit, de vérification des bonnes pratiques de fabrication chez mon voisin. Donc, cela facilite un tant soit peu la conformité et la distribution des produits de santé à travers certains pays, certains continents. Donc, nous devons aussi penser à renforcer la capacité euh, de chaque pays sur le plan compétences et infrastructures. C'est vrai que sur le continent africain, nous avons des États où, bon, il y en a qui n'ont même pas d'infrastructures, il y en a où les infrastructures sont, enfin, dans un état bon, à reconsidérer. Il y en a qui n'ont pas de compétences, donc il y a toute la main-d'œuvre qui est à former, à mettre sur pied. Donc, tous ces éléments-là viennent jouer donc, dans la concurrence qu'on peut avoir avec les autres États. On peut voir, noter que la plupart des pays de Maghreb, que ce soit l'Algérie, la Tunisie, bah, surtout l'Algérie et puis le Maroc se démarquent au niveau de la fabrication de produits de santé aujourd'hui. Ils ont des industries qui ont pignon sur rue et ils peuvent desservir leur population, desservir le reste de l'Afrique avec leur fabrication pharmaceutique. Et ça, je crois que la plupart des pays subsahariens doivent suivre le pas en mettant en commun leurs énergies, leurs forces, leurs compétences, leurs infrastructures, afin de développer davantage ce domaine-là. Cela va créer beaucoup d'emplois pour les jeunes, justement, puisque la plupart des pays qui développent des médicaments, ben, il faut avoir des industries en place. Cela veut dire qui dit industrie, dit création d'emplois. Qui dit création d'emplois dit réduction de chômage dans les pays. Donc, c'est une façon aussi de résorber tout le chômage des jeunes et d'éviter que les gens ne traversent les océans pour un pain ou pour un dollar de plus, vous voyez. Donc, ce sont des éléments que nous devons prioriser euh, chacun à son niveau. Avoir une coopération régionale, c'est toujours intéressant pour collaborer entre pays et de façon à maximiser cette harmonisation et à garantir la qualité des produits. Donc, les disparités entre les pays
en termes de ressources et de contrôle, donc complique l'harmonisation des normes, rendant nécessaire le renforcement des capacités et la coopération régionale pour garantir la qualité des récipients. C'est vrai que pour nous, ça serait intéressant si nous avons cette facilité au niveau donc, de la sous-région. C'est une parenthèse que je voulais faire parler de cela. Mais je sais que ce sont si vous retournez dans mes lives précédents au niveau de les défis liés à la fabrication des produits pharmaceutiques en Afrique, je crois qu'on a fait un live exprès là-dessus. Donc, vous allez voir qu'il y a d'autres défis que je n'ai pas énumérés ici. Donc, pour mieux comprendre c'est quoi ce qui nous attend, donc sur le continent africain en termes de défis liés à la fabrication des produits pharmaceutiques et même liés aussi à l'utilisation ou à la commercialisation des excipients euh, qui sont développés sur le continent. C'est bien de le savoir. Donc, le fait de le savoir ne doit pas nous inquiéter. Au contraire, le fait de le savoir va nous permettre de mieux nous préparer à affronter le marché et à trouver des solutions innovantes donc, à nos préoccupations, tout simplement. Initiatives et perspectives pour l'amélioration. Ça va être l'harmonisation réglementaire. Hein. Je ne vais pas aller par les quatre chemins. Les programmes régionaux doivent favoriser une réglementation uniforme pour faciliter la gestion efficace donc, des excipients en Afrique. On doit être capable de renforcer les infrastructures à tous les niveaux. Donc, le développement des infrastructures analytiques est crucial pour assurer la qualité et la sécurité des récipients. Il faut y noter ici que le fait de ne pas avoir des laboratoires accrédités aussi sur le continent de façon nombreuse peut être quelque chose, peut être aussi un frein donc, au développement du secteur. Donc, étant donné que dans le pharmaceutique, on a besoin de faire des analyses, OK? Que ce soit des excipients, que ce soit des ingrédients pharmaceutiques actifs et que ce soit pour le produit final. Donc, tous ces ingrédients, ces produits, ces matériaux doivent être analysés, testés. On doit s'assurer et garantir leur conformité aux exigences. On doit être capable de confirmer leur qualité, OK, par rapport euh, à la pharmacopée, par exemple. Donc, le fait de ne pas avoir des infrastructures, c'est-à-dire des laboratoires analytiques accrédités sur place, peut aussi être quelque chose de dommageable pour le secteur. Donc, la vie est lancée. Donc, je crois que ce n'est pas la volonté qui manque, et ce n'est pas les moyens non plus qui manquent. Donc, il y a moyen de faire quelque chose dans ce domaine-là et assurer la croissance donc, du secteur. Nous avons parlé aussi de la formation professionnelle, c'est vrai. C'est pour ça que Mivado Global Performance se donne cette opportunité pour vulgariser l'information liée à la production pharmaceutique parce que nous croyons que les gens doivent être formés et bien formés. Donc, il faut qu'au niveau des universités, des écoles, on ait des programmes de formation adéquats, ok, des programmes qui sont adaptés donc au milieu et qui favorisent euh, l'esprit critique et qui vont permettre aussi de développer l'esprit entrepreneurial pour que les gens puissent créer dans le secteur. C'est très important. Même s'ils ne veulent pas créer, être à leur propre affaire, il faut que le programme forme des professionnels donc, de production pharmaceutique, ok, et non des professionnels quand bien même on a besoin d'eux, mais ce n'est pas ça qu'on veut. On veut avoir des professionnels qui vont travailler dans les usines pharmaceutiques pour produire les médicaments. Donc, que ce soit les, ceux qui vont assurer le nettoyage des surfaces, ceux qui vont assurer l'installation des équipements, le maintien, la maintenance des équipements, ceux qui vont travailler dans les laboratoires, ceux qui vont assurer la pesée des matières premières, ceux qui vont assurer le mélange des matières premières, ceux qui vont assurer la compression
des matières, enfin, du mélange, ceux qui vont servir au niveau de l'enrobage, si enrobage il y a, ceux qui vont intervenir au niveau du packaging, etc., etc. Donc, vous voyez qu'il y a, selon votre chaîne de production, il peut y avoir plusieurs spécialistes qui vont intervenir au niveau de la chaîne de production. Donc, on va parler des gestionnaires, des superviseurs et tout ce monde-là, les personnes de qualité, les spécialistes qualité, les analystes, etc., etc. Donc, le monde est vaste et on a plusieurs métiers aussi qui peuvent entrer en jeu à ce niveau-là. Donc, on a besoin de tout ce monde pour pouvoir fabriquer des produits de santé. Rapidement, quelques études ici. On va voir études de cas. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Euh, il est certain que quelques illustrations. Bon, comment les excipients sont sélectionnés, les risques gérés et comment l'innovation contribue donc au développement de nouveaux excipients adaptés aux besoins actuels. Euh, Tout ça, c'est très important parce que euh, il faut voir que les excipients, comme on l'a vu au début, jouent un rôle crucial dans la formulation. OK? Donc, les excipients vont assurer la stabilité, la conservation et vont faciliter l'administration du médicament. On l'a déjà vu, je ne vais pas revenir là-dessus. Tout le monde a un comprimé chez soi à la maison, que ce soit sous ordonnance ou pas. Si vous le prenez, vous le regardez, vous allez voir que ou c'est une poudre qui a été compressée. OK? On lui a donné une forme, ça peut être une forme ovale, ça peut être une forme sphérique. Non, mais là, il y a toutes sortes de formes sur le marché. Cela dépend donc des fabricants. Et des fois, la forme va déterminer aussi ou alors sera basée sur la facilité euh, de j'allais dire de l'absorption du médicament. Par exemple, si c'est par voie orale, vous allez voir que la plupart des comprimés ont une forme ronde ou sphérique ou ovale. Cela permet facilement de le mettre en bouche et de les avaler. C'est pour ça qu'ils ont cette forme-là. OK? C'est pas une forme carrée cube. Non, même les capsules, vous les voyez, sont un peu allongées, arrondies. C'est pour faciliter l'ingestion des médicaments par la voie orale. C'est pour ça qu'ils ont une telle forme. Maintenant, si en plus de l'injection, on veut peut-être cacher le goût donc de la pilule, on va l'entourer donc d'un certain enrobage. Ça peut être l'enrobage sucré ou alors l'enrobage à base de fruits ou alors on met un saveur spécial pour cacher le goût ou alors la saveur donc, de ce comprimé-là. Donc tout ça là se fait avec des excipients. Hein. Ce n'est pas l'actif qui fait ça. L'actif est déjà euh, présent, donc enrobé dans ce que nous appelons les autres éléments qui sont les excipients. Donc, non seulement pour avoir cette pilule ou alors ce comprimé, on va avoir ce que nous appelons quelque chose qui va lier la poudre ensemble. OK, ça, ce sont les liants. On va avoir quelque chose dans l'estomac. Il faut que ça se dissout rapidement. On va avoir un autre excipient qui va permettre la désagrégation donc de comprimés dans l'estomac, ou que ce soit dans le suc gastrique ou alors ailleurs dans l'intestin, etc. Donc, il y a toute une série d'éléments d'analyse qu'on va faire pour déterminer à quel moment le comprimé sera désagrégé. Donc, tout ça, c'est à partir des excipients. Donc, comme on connaît leur rôle, leur fonctionnalité, etc., on peut les utiliser dans la formulation des comprimés pour avoir euh, l'effet escompté. Donc, c'est ça. Donc, exactement ça. Donc, euh, et le choix n'est pas au hasard. Le choix est toujours basé sur une certaine euh, compatibilité des ingrédients entre eux. Comme je l'ai dit, on ne peut pas mélanger l'acide et de base.
Si, on peut, mais on va avoir de l'eau. Est-ce que c'est ça notre résultat? Non, on ne veut pas avoir de l'eau. Donc, on va éviter de mélanger l'acide et la base. Donc, c'est un exemple terre à terre que je donne à ce niveau-là. C'est pareil pour les autres, ingrédients, je veux dire les excipients. Donc, si je veux un excipient qui permet d'avoir une dissolution rapide à 10 minutes, je ne veux pas ajouter un autre excipient qui va faire prolonger la dissolution. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut que les excipients aussi soient compatibles entre eux afin d'avoir l'effet escompté. Non seulement entre eux, mais aussi avec, je ne veux pas non plus annuler l'effet médicinal donc, de mon actif aussi. Donc, il est essentiel de garantir l'efficacité et la sécurité du médicament à ce niveau-là. L'autre élément, c'est la qualité et la sécurité du produit. Le choix judicieux des excipients impacte directement la qualité et la sécurité donc, et la stabilité du médicament fini, c'est-à-dire du produit fini. Il faut faire attention aussi de ne pas impacter sur la stabilité du produit. Parce que non seulement on veut produire un médicament qui est efficace, mais aussi on veut produire un médicament qui va durer dans le temps. Donc, minimalement, on veut que ça soit bon sur les tablettes pendant 2 ans. Alors, on ne va pas aller mettre un excipient qui va réduire ce temps de stabilité non plus. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'implications que les excipients ont à travers la formulation et le produit pharmaceutique. Donc, pour nous, c'est d'essayer de faire des choix au niveau des excipients qui sont compatibles. OK, de façon classique, en tenant compte donc de leur fonction, de leur compatibilité, de leur impact, de tout ce que vous voulez là sur la qualité du produit fini. Donc, c'est essentiel de veiller à cela. Et si on fait ça, donc cela dit qu'on est amené à gérer des risques, à gérer des impacts, à gérer peut-être des conséquences de mélange de tel à tel. Donc, de façon générale, on va parler de gestion des risques liés aux excipients pour euh, des populations sensibles, non seulement pour des populations sensibles, mais aussi pour la fabrication elle-même. Donc, on doit être capable d'identifier les risques liés aux excipients pouvant causer des allergies ou des interactions chez les patients sensibles. C'est vrai, mais c'est toute une affaire qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire une équipe d'évaluateurs au niveau des risques. Non seulement j'ai parlé donc des études cliniques qui permettent d'évaluer certains risques et puis de suivre les ingrédients au fur et à mesure, mais il y a aussi ce que nous appelons des évaluations des risques au niveau même des matières premières. Donc, ce qui permet de s'assurer aussi qu'on utilise les bonnes matières premières au bon moment, au bon endroit, pour ne pas avoir des surprises donc au niveau de la formulation, etc. Donc, lorsqu'on va, on s'apprête à gérer le risque lié donc aux excipients, je vais juste faire un feedback, enfin, pour le live sur ICHQ9 qu'on avait vu la dernière fois au niveau de la gestion des risques pharmaceutiques. Donc là-dedans, j'avais développé toute l'approche de cette ligne directrice-là qui permet d'évaluer les risques. C'est quoi les étapes? Donc, c'est exactement pareil. Okay? C'est ce qu'il faut suivre pour aller questionner nos excipients, savoir à chaque étape donc de l'approche de gestion de risque, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut déterminer, quelles questions il faut se poser, comment il faut poser la question, qu'est-ce qu'on veut avoir comme registre de risque à la fin et c'est quoi les réponses qu'on veut apporter au risque. Donc, qui dit réponse au risque dit atténuer les risques. Ça peut être minimiser les risques, mais aussi on veut les atténuer parce que normalement, on dit souvent qu'il y a des risques positifs et des risques négatifs. Les risques positifs, souvent, ce sont des avantages liés à la chose, liés à l'excipient, liés à notre fabrication. Mais les risques négatifs vont avoir des conséquences dramatiques peut-être sur le patient ou alors vont avoir des conséquences néfastes ou indésirables sur le procédé de fabrication. Donc, c'est vrai qu'on doit faire attention à tout cela. Et le but aussi, c'est d'informer les patients.
OK? C'est pour ça que sur les emballages des produits, vous allez voir les effets indésirables qui sont listés, les incompatibilités qu'il ne faut pas avoir. Il y en a qui vont dire ne pas boire de l'alcool lorsqu'on prend ce médicament, ne pas être enceinte lorsque vous prenez ce médicament. Toutes ces indications-là, non seulement sont liées aux principes actifs, mais aussi sont destinées, enfin, font référence aussi aux ingrédients pharmaceutiques et aux excipients. Donc, ce sont des choses que on travaille donc en aval pour s'assurer que le médicament en amont constitue un médicament fiable, un produit pharmaceutique fiable qu'on peut administrer aux patients de façon sécuritaire. Donc, l'étude va montrer comment identifier, minimiser donc les risques d'allergie ou d'intolérance chez les patients sensibles grâce à une sélection rigoureuse et à l'information claire sur les excipients utilisés. Au niveau de l'innovation et développement de nouveaux excipients, je crois que l'Afrique doit être bien partie parce que nous avons beaucoup de matières en Afrique, donc ce que je disais tantôt. Donc peut-être que ça peut nous intéresser. Donc les nouveaux excipients intègrent des technologies avancées pour améliorer l'efficacité des médicaments, c'est vrai. Il y a certains excipients qu'on utilise depuis longtemps et qu'on pense qu'on peut améliorer tout ça. Donc, c'est-à-dire que l'innovation et le développement va permettre d'améliorer aussi nos médicaments, etc., etc. Donc, s'il y a des nouveaux excipients sur le marché, c'est sûr que les fabricants vont l'utiliser. Si c'est surtout, ça permet, un, de réduire les coûts, deux, d'améliorer la qualité des produits et de réduire les risques liés aux patients. C'est sûr que ça sera un excipient euh, innovant et qui sera euh, je dirais, utilisés par les fabricants donc, à travers le monde. Aussi, veiller à la sécurité accrue des excipients innovants, c'est important. Donc, tout le long, ce qui revient, la sécurité, la qualité, la conformité, etc. Donc, c'est de bon oeil d'avoir ces éléments et de dire que tout ce qu'on va mettre en place comme excipient aujourd'hui, toute molécule nouvelle ou tout composant qui sera considéré comme excipient, on doit pouvoir être capable de dire que c'est quelque chose qui n'a pas, qui a très peu d'impact sur les patients, qui a une considération ou une sécurité accrue au niveau du produit de santé lui-même et au niveau des patients, et aussi qui peut être durable dans le temps. Donc, le développement durable est un enjeu clé aujourd'hui pour les récipients performants et respectueux de l'environnement. Étant donné que le problème environnemental se pose aujourd'hui, il faut que tout ce qu'on va faire au niveau du développement soit en harmonie avec les défis environnementaux dont nous expérimentons aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va parler de la durabilité et de la performance. Donc, il est important de souligner que les avancées dans la création ou dans le développement euh, des nouveaux excipients, ok, qui sont des excipients innovants, doivent répondre aux exigences croissantes de la performance, de la sécurité et de la durabilité dans le secteur pharmaceutique. Sans ça, il se peut que votre nouvelle molécule n'ait pas d'approbation requise. Oui, ça va être utilisé comme bon nombre, mais bon, on n'aura pas ce que j'appelle ce développement, cette vision, cette notoriété euh, de produits innovants. C'est ça que je veux dire. Mais ce qui est sûr, euh, il y a beaucoup d'excipients qu'on utilise. Je ne peux pas tous les lister ici, puisque ici, c'est juste un webinaire introductif. Donc, mais nous avons euh, une formation d'une journée là-dessus. Donc, je vais en parler tantôt. Donc, ce qui nous amène à conclure, justement, ici, nous allons voir que, en résumé, les excipients vont jouer un rôle
fondamental, n'est-ce pas? Un rôle essentiel donc à la qualité et à la sécurité des produits de santé. Donc, ce rôle fondamental est surtout au niveau, comme on le voit, de la qualité et la sécurité des produits de santé. De plus, leur réglementation, bien que complexe, est essentielle pour protéger les patients à l'échelle mondiale avec des défis spécifiques à l'Afrique qui nécessitent une coopération renforcée, donc des innovations continues. Vous allez voir que c'est important de le noter. Non seulement le rôle des excipients est très critique dans la formulation et dans la fabrication des produits, mais il suffit pas seulement de les avoir, il faut aussi faire une étude sur ces excipients-là, savoir qu'ils sont inoffensifs et veiller à ce qu'ils soient compatibles avec l'actif et aussi avec les autres ingrédients et qui ne représentent pas de danger pour le patient ni pour les opérateurs non plus. Donc, et aussi veiller à ce que la réglementation soit appliquée de toute façon. Euh, donc, ce sont des éléments essentiels que je voulais partager aujourd'hui par rapport aux excipients de façon introductive et que d'autres formations peuvent venir peut-être illustrer davantage les excipients les plus connus du monde pharmaceutique, ceux-là qu'on utilise le plus souvent dans la formulation des comprimés surtout, et aussi au niveau des stériles et puis des biologiques, etc., etc. Donc, le sujet est vaste, hein, donc ici, ce n'est qu'un aperçu. Ce qui me permet de parler rapidement de ce que nous allons voir plus tard en vous remerciant à l'avance. Donc, sachez que les 29, 30 et 31 octobre 2025 aura lieu à Lomé, donc notre atelier de formation sur les techniques de production pharmaceutique dont le thème est transfert de technologie, ce qui nous permettra de revenir sur l'ensemble des sujets qui ont été couverts à travers nos lives de jeudi. Donc, c'est une formation complète qui vous permettra de travailler comme un spécialiste de transfert de technologie. Vous voyez, donc c'est très important. Donc, à suivre, nous vous invitons à nous joindre. Il y a encore de la place, que ce soit en live ou en présentiel. Ensuite, voilà ce que je voulais vous parler. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que pour l'utilisation et réglementation des excipients dans les médicaments, nous avons une formation complète, je dirais, d'une journée, OK, sur le sujet. Euh, Qu'est-ce qui va être différent? Ce que j'ai donné aujourd'hui, je n'ai que la partie introductive, OK? Donc, c'est de façon générale. Mais lors de cette formation qui aura lieu le 12 novembre 2025, de 8 heures à 4 heures de l'après-midi, donc en ligne, en Zoom, via Zoom. Donc, nous allons voir de façon détaillée et pratico-pratique l'utilisation des excipients. C'est quoi les excipients? C'est quoi leur forme, leur structure chimique, leurs caractéristiques fonctionnelles et chimiques, etc., etc. Nous allons rentrer dans les détails. Lorsqu'on utilise tel ou tel excipient, c'est quoi la différence qu'on va observer au niveau du mélange des poudres d'abord et puis des comprimés ensuite? Et quel est le rôle de chaque excipient au niveau du procédé de fabrication? Parce que n'oublions pas qu'il y a la pesée, il y a le mélange, il y a la granulation, il y a la compression, OK? Et puis, il y a possiblement l'enrobage, puisque l'enrobage, c'est le fait euh, de mettre une couche protectrice ou alors pour cacher le goût ou alors la saveur donc, du médicament. Et ensuite, le packaging. Donc, on va passer à travers tous ces éléments-là et voir c'est quoi l'impact individuel des excipients sur chacune des étapes de fabrication. C'est très important ça pour pouvoir développer et fabriquer des produits pharmaceutiques. Vous voyez, ça va être très complet. Ensuite, veuillez noter que nous avons ici
nos auto-formations, des formations en ligne que vous pouvez suivre à votre rythme, chez vous, à la maison, dans votre canapé, ou même sur le lit. Donc, et à la fin de chaque formation, vous avez un petit questionnaire, de test de connaissances que vous pouvez répondre et avoir votre certificat de formation que vous pouvez joindre à votre CV. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je crois que cela a répondu un tant soit peu à des questionnements que vous avez et que vous avez pris bonne note. Donc, sur ce, moi, je vous dis merci et je vous dis euh, à la semaine prochaine, Inch'Allah. OK? Merci beaucoup. Bye bye.